Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Bonsoir, je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. Ici, l'année avait vraiment mal commencé. Toute une série de cambriolages avait, dès le mois de janvier, mis en émoi les commerçants de la ville. Après avoir volé des bijoux, du matériel vidéo et même des kilos de foie gras, les malfaiteurs avaient dérobé des revolvers et des munitions chez un armurier. La police locale, ayant été mise en échec par les cambrioleurs qui étaient remarquablement organisés, j'avais ordonné de fréquentes patrouilles nocturnes en ville avec accompagnement de chiens policiers et, bien que nous n'ayons procédé à aucune arrestation, cette surveillance avait été efficace puisque les vols avaient cessé, comme par enchantement. Les commerçants semblaient avoir retrouvé leur calme, et l'un d'eux, Christian Ventoux, un riche joaillier, était ce soir-là dans sa vaste maison de Briaucourt en compagnie de sa famille, c'est-à-dire Paul Ventoux, son père, âgé de 80 ans, Guylaine, sa femme, et Joël, sa fille, âgée de 20 ans. La magnifique villa des Ventoux est située légèrement en retrait de la route nationale et un peu à l'écart de la ville. Nous sommes le 24 février. Il est 21h30. Le dîner terminé, les Ventoux sont confortablement installés dans le salon où ils regardent la télévision. Soudain, la sonnette de la porte d'entrée retentit. Joël, qui attend son fiancé avec impatience, s'écrie « Ah, voilà Gérard !» Légère et souriante, la jeune fille se précipite pour ouvrir la porte. Deux hommes masqués sont là, menaçants, armés de revolvers. Cloué sur place, muette de stupeur, Joël, sous la menace, est poussé violemment vers le salon où les agresseurs pénètrent en criant « Les mains sur la tête, vite !» Guylaine et Christian Ventoux ont tout de suite compris qu'il fallait obéir sans discuter. Et, terrorisés, ils mettent les mains sur la tête comme leur fille Joël. Mais Paul Ventoux, le père, qui est vieux, sourd et qui ne voit plus très clair, s'était assoupi dans son fauteuil après le dîner, comme tous les soirs. Surpris par ces étranges visiteurs qu'il ne connaît pas et qui ont interrompu sa douce rêverie, il se lève et veut demander des explications. « J'ai dit les mains sur la tête !» hurle l'un des malfaiteurs. Le vieux monsieur Ventoux n'entend toujours pas et se dirige vers l'homme masqué. Sans hésiter, celui-ci l'abat froidement d'une balle dans la poitrine. Monsieur Ventoux s'écroule lourdement sur le plancher et ne bouge plus. Ces enfants, atterrés, ne peuvent rien faire. Ils sont tenus en respect par le tueur. Pendant ce temps, l'autre bandit leur lie les mains derrière le dos avec des cordelettes qu'il a sorties de la poche de son blouson. Puis, s'approchant de la jeune fille, Joël, il braque son revolver sur sa tempe et se tourne vers Christian Ventoux. « Dis-moi où sont planqués l'argent et les bijoux, sinon je tue ta fille !» Sans hésitation, le joaillier répond « Ils sont dans le coffre. » « Et où il est ce coffre ?»« Derrière le tableau qui est là, au mur. » « Il y a un code ?»« Oui, JV 1326. » Après avoir fait main basse sur le contenu du coffre, argent, titres, bijoux, les deux malfaiteurs s'enfuient rapidement. L'opération a duré à peine 20 minutes. C'est Joël Ventoux qui parvient à se détacher la première et qui tente de téléphoner pour appeler au secours. Mais l'appareil ne fonctionne pas. Les bandits ont dû couper le fil du téléphone et la jeune fille est obligée de courir chez le voisin le plus proche pour appeler la gendarmerie et un médecin pour son grand-père. Vers 22h30, j'arrive sur les lieux du drame avec deux de mes hommes. Le médecin qui vient d'arriver ne peut que constater le décès de M. Paul Ventoux. La balle est apparemment logée dans le cœur, la mort a été instantanée
le vieil homme n'a pas souffert. Le chef Beauvais, technicien des investigations criminelles, ne trouve aucune trace du passage des malfaiteurs, à part les cordelettes qui ont servi à lier les mains de Christian, Guylaine et Joël Ventoux. À 22h45, le maître chien Pérez arrive avec Basso, le chien policier de la brigade d'Andelot, qui est immédiatement mis en piste. Nous prévenons bien sûr les brigades voisines auxquelles nous transmettons le signalement des malfaiteurs tel que la famille Ventoux nous l'a donné, c'est-à-dire 2 hommes jeunes, entre 25 et 35 ans, plutôt minces, et vêtus de treillis américains de couleur kaki. Le plus petit mesurant environ 1m65, avec des cheveux très blonds, plaqués en arrière, et des yeux bleus. Des yeux très bleus. Christian Ventoux, encore sous le choc de la mort brutale de son père, nous a fait une description précise de ces individus, et il ajoute « Le plus jeune, ma femme et moi, on a l'impression de l'avoir déjà vu quelque part, mais où? C'est peut-être aussi pour cela qu'ils étaient masqués, n'est-ce pas ?» Basso, le chien policier auquel on a fait renifler la housse d'un fauteuil sur lequel s'est appuyé l'un des malfaiteurs, conduit son maître au pied d'un poteau électrique placé en bordure de la route. En examinant ce poteau, nous constatons que les fils desservant la maison Ventoux ont été sectionnés au point de relais. Sur la route goudronnée, le chien, hélas, perd la piste et ne peut aller plus loin. La coupure téléphonique ainsi réalisée semble être l'œuvre d'un technicien. Une enquête discrète, menée auprès du personnel des télécoms, mettra hors de cause tous les techniciens de la ville. Le 25 février, lendemain du drame, je me rends sur place avec le commandant de compagnie Fernel et je me mets en liaison avec les magistrats du parquet et le commissaire de la police judiciaire chargé de la suite de l'enquête. L'autopsie du corps de la victime, M. Paul Ventoux, confirme le premier diagnostic. La balle retrouvée dans le cœur est une balle de calibre 5 mm 5. Je fais aussitôt le rapprochement avec le vol commis chez l'armurier de Chaumont au mois de janvier. Je me rends dans sa boutique et je me fais remettre la boîte ayant contenu une des armes volées et dans laquelle se trouve le dessin du revolver. L'armurier me précise que l'un des revolvers est noir et l'autre de couleur aluminium. Le 27 février ont lieu les obsèques de M. Paul Ventoux. À l'issue de la cérémonie, Joël Ventoux, très bouleversé par la mort de son grand-père, vient me trouver et m'affirme que parmi l'assistance venue nombreuse saluer la mémoire du vieux joaillier, elle a cru reconnaître l'un des 2 agresseurs en la personne d'un proche voisin, Jacques Chastenay. Immédiatement appréhendé et conduit à la brigade, celui-ci nie de toutes ses forces. Il n'est ni un cambrioleur, ni un assassin. C'est un simple paysan vivant de peu, mais d'une honnêteté sans faille. D'ailleurs, il a un alibi qui le disculpe totalement. En effet, le soir du drame, il était invité chez le curé du village avec plusieurs paroissiens qui pourront témoigner en sa faveur. Joël Ventoux reconnaît qu'elle s'est trompée et se confond en excuses auprès de son voisin, qui a tout de même passé un moment fort désagréable. Les membres de la famille Ventoux, à qui je montre le dessin du revolver ramené de chez l'armurier, reconnaissent formellement les armes dont se servaient les assassins. Voilà un point d'acquis. De plus, je ne sais pourquoi je suis convaincu que les malfaiteurs se cachent dans la région et peut-être même à Chaumont. En collaboration avec la police locale, je décide de faire vérifier toute la population flottante, c'est-à-dire les gens habitant en hôtel ou en garni. Nous sommes le 2 mars et nous n'avons toujours pas découvert les criminels. De nombreuses vérifications de petits blonds aux yeux bleus sont effectuées tant par la PJ que par les brigades de gendarmerie. Hélas, toujours sans résultat. Malgré tous nos efforts, les contrôles de toutes sortes, les recherches les plus approfondies, une collaboration étroite avec la police judiciaire, nous n'avons aucune piste, aucun suspect à l'horizon. Le découragement commence à s'emparer de mes hommes, quand, le 3 mars, je reçois une lettre anonyme. Commandant, je connais les assassins du vieux Ventoux. Il s'agit de Serge Barrère et de Philippe Veller, demeurant 3 rue de la Harpe à Chaumont. Vous trouverez chez eux des cordelettes, comme celles avec lesquelles
je l'ai lu dans les journaux, ils ont ligoté leurs victimes. Je ne signe pas pour pas avoir d'ennui. Cette lettre anonyme allait-elle enfin me mettre sur la voie? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Un bijoutier joaillier de Chaumont et sa famille ont été attaqués à leur domicile par 2 bandits masqués et armés qui ont froidement abattu M. Paul Ventoux, 80 ans, le père du joaillier. Puis, ayant ligoté Christian Ventoux, sa femme Guylaine et leur fille Joëlle, les malfaiteurs, menaçant de tuer la jeune fille, ont obligé le commerçant à donner le code de son coffre-fort. Emportant de l'argent, des titres, des bijoux, les malfaiteurs se sont enfuis sans laisser aucune trace. Une semaine plus tard, après avoir, en collaboration avec la PJ, interrogé une centaine d'hommes jeunes, blonds, aux yeux bleus, correspondant au signalement de l'un des bandits, tout cela en vain, je reçois une lettre anonyme dénonçant 2 hommes, Serge Barrère et Philippe Veller. Tous 2 sont des marginaux assez peu recommandables, connus de nos services jusque-là pour de menus larcins, mais qui sont peut-être passés à la vitesse supérieure. Escorté de 3 de mes hommes, je me rends donc à l'adresse indiquée par notre mystérieux collaborateur. Tout en haut d'un immeuble sordide et sans ascenseur, dans une chambre minuscule et sale, Serge Barrère gît sur son grabat, pas rasé, l'œil morne, la laine fétide. Il semblait nous attendre. « Ah, commandant, quel bon vent vous amène ?» Serge Barrère, où étiez-vous le 24 février dernier au soir? « Ah, c'est donc de façon de réveiller les gens, commandant. Comment voulez que je sache où j'étais le 24 février? Je sais même pas quel jour on est aujourd'hui, là. Ah, j'ai tout de même un point de repère, hein. Je suis tous les soirs au bistrot à partir de 8h. Alors, quelle que soit la date, allez voir Pépito au bar des Amis. Il vous dira que j'étais là, comme tous les soirs. Monsieur Barrère, il paraît que vous possédez des cordelettes, comme celles que nous avons trouvées chez Monsieur Ventoux, le joaillier assassiné. Ah, servez-vous, mon commandant, tout ce que j'ai, là, dans la boîte, la faites comme chez vous. Et Serge Barrère me montre une caisse remplie d'objets hétéroclites, parmi lesquels des cordelettes, ressemblant étrangement à celles utilisées par les bandits pour lier les mains de la famille Ventoux. Qu'est-ce que c'est que ça, monsieur Barrère? Commandant, des cordelettes comme celle-là, on en trouve partout, dans les surplats américains, dans les drogueries. Vous n'allez pas m'arrêter pour ça tout de même, hein? Franchement, soyons sérieux, commandant. Vérification faite, les cordelettes sont de fabrication américaine et de nombreux commerçants en vendent dans la région. De plus, Barrère et Veller ont des alibis indiscutables pour la soirée et la nuit du 24 février. Malgré ces nouvelles peu encourageantes, les recherches se poursuivent inlassablement en collaboration étroite et amicale avec la PJ. Le 8 mars, vers midi, un de mes hommes, le chef Lacaze, passe chez Georgette, un restaurant de Chaumont. Là, il rencontre un certain Édouard Bordier, qui est entrepreneur dans le bâtiment. Édouard Bordier est un bon client de chez Georgette. Il en est à son 6e pastis, ce n'est qu'un début. Ce jour-là, il est en veine de confidence. « Ah, vous savez, une bonne tête pour un gendarme, chef. Comme je suis dans Saint-Ponchaud, je vais vous faire avoir de l'avancement, moi. Voilà, je connais les assassins de Paul Ventoux. Oui, j'avais des doutes, mais aujourd'hui, je n'ai la certitude. Ce sont les frères Zilinski. Je les ai employés comme ouvriers charpentiers. Et l'un d'eux, il a quitté la ville. Mais peu de temps avant l'assassinat du père Ventoux, j'avais remarqué que les cordelettes avaient disparu de chez moi. Je suis sûr que c'est eux qui ont fait le coup. En plus, chef,
Ils correspondent parfaitement au signalement des bandits. Signalement que j'ai lu dans les journaux, comme tout le monde, hein. Les cheveux châtain clair, les yeux bleus, et ils portent des blousons américains de couleur kaki. C'est eux, je vous dis. Celui qui est parti, là, c'est Antoine, mais celui qui est resté, c'est Charles Zilinski. Si vous voulez le coincer, chef, il déjeune tous les jours au Café des Sports, tout près d'ici. À cette heure-ci, vous pouvez les cueillir tranquillement, sans faire de vagues, et c'est bon pour l'avancement, ça, hein, chef? Allez, Georgette, c'est ma tournée. Allez, remettez ça. Le chef Lacaze décide de ne pas perdre de temps. Sans prévenir qui que ce soit, il va, accompagné par le gendarme auxiliaire Yves Matet, au Café des Sports. Charles Zilinski est là, plévrec nature, avec son treillis américain, ses cheveux blonds et ses yeux bleu lavande. Le chef Lacaze s'approche de lui, parlemente avec lui, et, au lieu de l'emmener directement à la brigade pour qu'on l'interroge, il prend l'initiative d'aller au domicile de Zilinski. Il fait monter le suspect dans la voiture, conduite par le gendarme auxiliaire Yves Matet, qui, venant de se déséquiper, n'est pas armé. Arrivé à la maison de Zilinski, le chef Lacaze fait passer l'homme devant lui, le jeune gendarme Matet fermant la marche. La chambre est dans l'obscurité. Le chef Lacaze demande de la lumière. Charles Zilinski répond qu'il va chercher une bougie et, à la lueur de leur briquet, les deux gendarmes le voient prendre dans un placard un objet enroulé dans un linge. C'est à ce moment précis que le gendarme auxiliaire Matet, qui est resté sur le pas de la porte, s'aperçoit que l'électricité est branchée. Mais il est trop tard. Zilinski s'est retourné vivement et tire 3 coups de feu. Le chef Lacaze s'écroule pendant que Yves Matet se jette sur le tueur pour lui prendre son arme. Celui-ci résiste et les deux hommes roulent dans l'escalier. Une lutte farouche s'engage alors au bas de l'escalier et, malgré le courage du gendarme auxiliaire Matet, Charles Zilinski réussit à prendre la fuite. Quand le jeune gendarme remonte dans la chambre, le chef Lacaze a cessé de vivre. Dans la maison de Zilinski où je me rends dès que j'apprends la triste nouvelle, on trouve de l'argent, des titres, des bijoux, tout ce qui a été volé, ou presque, chez les Ventoux, avec, en plus, tout un attirail de cambrioleurs et des masques en étoffe noire, et des armes. Il n'y a plus aucun doute. Charles Zilinski est bien l'un des auteurs du meurtre de M. Paul Ventoux. Immédiatement, je préviens le commandant de compagnie Fernel, qui fait aussitôt mettre en place des barrages et se charge d'informer les autorités et les services intéressés. L'assassin n'a pas laissé de traces, mais il ne peut pas être bien loin. Je fais le serment de le retrouver, et vite. Je n'oublie pas, je n'oublierai jamais qu'il a tué froidement l'un des nôtres. Le chef Lacaze était mon ami. Il avait une femme, des enfants, et c'est à eux que je pense, à cet instant précis. Tous les jardins environnants, les chantiers en construction sont visités sans résultat. À Chaumont, des patrouilles de police sillonnent les rues. Les recherches s'étendent à toutes les routes rayonnant autour de la ville et se poursuivent toute la nuit. En vain. D'autre part, le signalement de Charles et Antoine Zilinski a été transmis à la gendarmerie de Chevillon. Des documents, en effet, trouvés dans la maison, nous ont permis d'établir qu'Antoine Zilinski pourrait s'être installé dans cette petite ville. Et soudain, les événements se précipitent. Un message de la brigade de Loinville nous apprend qu'Antoine Zilinski, trouvé en possession de 2 revolvers et d'une somme d'argent importante, a été arrêté à Chevillon. Il a avoué, sans trop de difficulté, sa participation à l'agression dont les Ventoux ont été les victimes. Apparemment, Antoine Zilinski est moins coriace que son frère Charles. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Je retrouverai l'assassin du chef Lacaze et de M. Paul Ventoux. Le 10 mars, vers 14h30, on nous signale, près de la forêt de Matonce, un individu suspect qui correspond au signalement de l'homme que nous recherchons.
Aussitôt, 4 gendarmes de la brigade de Doulvan sont envoyés sur place, mais l'homme prend la fuite. Les gendarmes se lancent à sa poursuite et, après sommation, tirent sur lui plusieurs rafales, sans l'atteindre. À 16 heures, je suis à Matons avec mes hommes. Une battue est organisée dans tout le secteur entre Matons, Dommartin et Guindrecourt. Je sais que Charles Zilinski est là. Il n'a pas pu aller plus loin. Non seulement mes hommes sont mobilisés, mais aussi ceux des brigades de Loinville, de Doulvan et d'autres, des alentours. Même la population s'est mobilisée. Une véritable chasse à l'homme s'organise. Le fuyard est vraisemblablement dans les environs de Saint-Sévy. La nuit tombe. Toutes les routes sont gardées. L'ensemble du dispositif est en place. L'homme est cerné de toutes parts. La battue sera reprise demain matin. En attendant, chacun veille. Il est 22 heures. Fatigué, tenaillé par la faim, Charles Zilinski, comme une bête aux abois, ne sait plus où aller. Il finit par descendre avec d'infinies précautions au hameau de Cizeron où, sur mes instructions, les maisons sont grandes ouvertes et les lumières allumées. Les habitants sont prévenus qu'un poste est installé au village où ils peuvent nous prévenir en cas d'alerte. Charles Zilinski entre dans la maison de Lucien Jacquet qui n'est pas là, pour la bonne raison qu'il participe activement à la chasse à l'homme. Mais Micheline Jacquet, sa femme, et sa sœur Monique sont dans la cuisine. Soudain, un homme armé d'un revolver fait irruption et pointe son arme en direction des 2 femmes. « Donnez-moi à manger, vite, et à boire !» Les jeunes femmes s'exécutent. En quelques secondes, Charles Zilinski a devant lui jambon, pâté, pain, fromage, vin, tout ce qui leur tombe sous la main. Monique fait un pas vers la porte. Zilinski saisit son arme qu'il avait posée sur la table. « Ne bouge surtout pas ou je tire !» Terrorisées, les 2 jeunes femmes se serrent l'une contre l'autre, pendant que l'homme avale goulûment ce repas improvisé. Tout à coup, on entend des cris d'enfants. Zilinski saisit son arme. « Qu'est-ce que c'est, ça ?» Micheline répond d'une voix tremblante. C'est ma fille, Cécile, qui fait un cauchemar. Elle a 3 ans. Elle est toute seule dans l'autre aile de la maison. Laissez-moi aller la calmer, sinon elle va réveiller tout le village et les gens viendront, vous comprenez? Dépêche-toi. Et surtout, fais la terre, hein? Micheline sort et, au lieu d'aller voir sa fille, elle court à toutes jambes jusqu'au poste où je me trouve avec les gendarmes Bollon et Germain. Immédiatement, mes hommes et moi allons nous embusquer derrière la maison des Jacquet. Mais Zilinski, qui s'est rendu compte que Micheline l'avait berné, est sorti à son tour, s'est rendu dans l'aile droite et a pris sous son bras la petite Cécile qui pleure de plus belle. Charles Zilinski porte l'enfant sous son bras gauche et dans sa main droite il tient fermement son revolver. Il sort dans la rue et crie « Si je vois un seul gendarme, je tue la gosse. N'oubliez pas que j'ai rien à perdre et que j'hésiterai pas à tirer. Que personne se mette en travers de mon chemin, sinon elle est morte !» Protégé par l'obscurité, je me glisse derrière lui, mon revolver bien en main. Zilinski ne m'a pas vu. Il s'enfonce dans la nuit. Je le suis comme son ombre. Ne pas penser, ne pas réfléchir, viser juste. Je vise l'épaule droite puisqu'il porte l'enfant du côté gauche. Je tire. Zilinski lâche la fillette qui tombe à terre et se met à hurler encore plus fort. Bien que blessé, le tueur prend la fuite dans la nuit. Je le poursuis en tirant à nouveau dans sa direction. Soudain, j'entends le bruit d'un corps qui s'écroule dans l'herbe. Je m'approche avec précaution. Charles Zilinski est là, étendu sur le dos, les yeux grands ouverts. Je me penche vers lui. Il répond à mes questions. Il avoue, dans un sourire, avoir tué Paul Ventoux et le chef Lacaze. Il avoue, toujours en souriant, avoir participé à plusieurs cambriolages, dont celui de l'armurerie de Chaumont. Et il ajoute « Je regrette rien. J'ai bien vécu. C'était l'aventure, quoi. Et puis je hais cette société qui m'a fait ce que je suis et qui m'a repoussé.
Cette société qui mérite pas qu'on la respecte. Et salut, commandant. Rendez-vous en enfer. Charles Zielinski mourra le lendemain matin des suites de ses blessures. Son aventure était terminée. Quant à cette société qu'il haïssait tant et dont il se disait issu et victime, elle ne produisait pas, grâce à Dieu, que des individus de son acabit. Elle générait aussi et surtout des braves gens, et parmi ces braves gens, ceux-là même qui, dorénavant, prendraient en charge les enfants du chef Lacaze, tombé au champ d'honneur victime de son devoir et de son courage. Mort pour que d'autres puissent vivre en paix. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Raphaël Mariat. Patrimoine sonore Sylvain Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.